il est logique dans ces moments avancés dans notre cycle de réflexion, que nous prenions l'effondrement pour un petit peu plus qu'une hypothèse et pour une perspective réaliste, en tout cas dans le temps historique. Bien sûr, ça ne signifie pas que nous, ici réunis, vivions l'effondrement, la fin des temps à notre propre échelle de vie, mais en tout cas, il semblerait possible, réaliste, que le grand effondrement, la fin des temps, on peut varier les concepts et les faire justement un petit peu jouer, adviennent dans le temps de l'histoire, c'est-à-dire dans quelques siècles. Et dès lors, si une telle perspective est certaine, ou en tout cas probable, alors que s'ensuit-il sur notre agir? Voilà la question un peu fondamentale que nous pouvons nous poser ce soir. Et on a beaucoup abordé jusqu'alors des manières d'éviter la catastrophe, des manières de la retarder, de considérer la militance à l'ombre des catastrophes, considérer tout ce qui peut être fait justement pour que cette catastrophe ou bien n'advienne pas, ou bien si elle advienne de la manière la plus, si tant est que la chose se puisse, de la manière la plus paisible possible. Et bien désormais nous changeons de paradigme et en la considérant comme certaine, qu'est-ce qui s'ensuit sur notre agir? Et est-il possible, eh bien justement, que nous entrions dans une forme de politique du pire, et sinon dans une politique du pire, en tout cas dans un agir qui justement s'affranchisse d'un certain nombre de contraintes morales, et sommes-nous tentés justement par une forme d'hubris face à une catastrophe certaine? Alors voilà justement la première question que j'aimerais poser ce soir à Pierre-Henri Castel. Si la catastrophe est probable, alors tout est-il permis? Oh, ben continuez, parce que je pense que vous en avez d'autres. Si la catastrophe est probable... Alors tout est-il permis? Voilà une des... D'accord. Dostoïevskien. Voilà. Enfin, réécriture dostoïevskienne. On voit bien où se situe le point nodal. Moi, je ne dis pas que la catastrophe est probable. Je pars dans le livre de l'idée qu'on fait cette expérience de pensée, de considérer qu'elle est certaine. Tout à fait. Ça change le sens de votre question. Si on dit si la catastrophe est probable, tout est-il permis? Non. Mais si la catastrophe est certaine, là, la question se pose. Alors justement, je la déplace parce que la probabilité n'était qu'une pudeur pour éviter de trop effrayer, et j'ai bien en tête justement que vous la posiez comme certaine. Et alors, je vous pose donc la question. On la met comme ça. Si la catastrophe est certaine, tout est-il permis? Alors peut-être qu'il faut que j'élabore un peu les raisons pour lesquelles une question aussi farfelue peut se poser. Il y a d'abord dans un livre de ce genre une dimension équivoque qu'il ne faut pas oublier. Hein. Je ne décide pas trop, je laisse en suspens la question de savoir si ce livre est un canular ou bien si c'est un livre extrêmement sérieux. Et un bon canular est forcément un canular sérieux, mais il est sérieux jusqu'à un tel point dans les conséquences qu'il essaie de tirer qu'il tire sur le bord du canular aussi. Bon. En fait, il a un contexte littéraire. Hein. C'est qu'en fait, que je peux dire maintenant, parce que c'est plus du tout, c'est ni un secret ni un truc qui va révolutionner tout. J'apparais dans le roman de ma compagne, Sarah Chiche, comme un personnage qui écrit un livre sur le mal. Et donc, il a été extrêmement important de publier le livre en question avant que le livre de Sarah Chiche n'arrive, et ça n'a pas manqué, puisque quand il y a eu des comptes rendus sur le livre de ma compagne, sur Les Enténébrés, le Monde a fait donc un commentaire sur le livre de Sarah Chiche en disant qu'elle est avec quelqu'un qui écrit des livres sur le mal. Alors forcément, ça donnait un espèce de côté complètement surréaliste à ça. On ne savait plus trop bien si j'étais un personnage du roman, si c'était une vraie histoire ou pas. Donc il y a un emboîtement de canulars qui est, je crois, extrêmement important de garder à l'esprit
en plus, parce que je crois qu'en fait, on ne peut pas avoir de rapport purement intellectuel à la question de l'effondrement absolu. Et qu'il y a quelque chose dans lequel il faut ménager une place à une réaction purement affective. C'est-à-dire que comme c'est impensable, c'est pour plein de raisons fondamentales, si c'est vraiment à la fin, c'est vraiment impensable, ça ne peut que susciter des affects, l'horreur, etc. Et éventuellement, d'ailleurs, l'éclat de rire en passant, mais un éclat de rire qui peut être éventuellement amer, mais voilà, il ne faut pas perdre de vue cette espèce de dimension de l'impensable et du remue-ménage des affects et du côté de... Ce sont des choses qu'on ne peut pas prendre au sérieux pour des raisons radicales. L'absolue destruction ou la fin totale de l'humanité. Plus on le prend au sérieux, et plus d'ailleurs on a l'impression qu'on pousse les choses au grotesque. Et ça, je crois aussi que c'est vraiment une des nuances de construction des choses. Les gens qui vous parlent de la fin du monde de manière extrêmement sérieuse, comme ça, en fait n'en parlent pas de façon sérieuse. Ça montre bien qu'ils n'ont pas été affectés par ce que signifie véritablement le fait que toute l'histoire de l'humanité n'aura été qu'une parenthèse absurde dans des processus physico-chimiques qui se dérouleront encore sur des milliards d'années. Vous voyez, ça, ils n'ont pas mesuré à quel point quelque chose de ce genre échoue met en difficulté la pensée. Donc, le point de certitude, l'idée, c'est la première phrase du bouquin, qui d'ailleurs, on m'a dit, attrapait assez facilement le lecteur. Il s'écoulera moins de temps entre le dernier homme et moi qu'entre moi et, disons, Christophe Colomb. Voilà la proposition posée en prémisse dont je propose d'explorer quelques conséquences. Voilà. Alors, si Christophe Colomb, ça vous paraît juste 4 siècles, vous pouvez mettre Jules César, ça ne me dérange pas, vous choisissez celui que vous voulez. L'idée, c'est de vraiment s'interroger sur l'idée que la disparition de la planète n'est pas un processus cosmique, comme par exemple Lévi-Strauss en son temps se faisait la remarque qu'effectivement, on n'imagine pas que dans 1 million d'années, 50 millions d'années, 100 millions, tout ce que nous avons été étant réduit à rien, tout ça se disparaîtra dans des mouvements cosmiques. Non, c'est l'idée que ce soit dans un horizon historique. Et c'est important que ce soit dans un horizon historique parce qu'on peut du coup s'interroger sur la façon dont, sur quelques siècles, une réflexion peut se poursuivre, des sociétés peuvent se transformer à mesure qu'il leur deviendra de plus en plus évident que la fin est de plus en plus proche. Alors c'est un procédé qui est relativement récent dans la science-fiction, par exemple. Il y a, par exemple, le livre là, de ce Chinois dont j'oublie toujours le nom, là, dont la trilogie, le problème à 3 corps, c'est un des Chinois les plus... c'est le grand maître de la science-fiction chinoise, dans la trilogie du problème à 3 corps, qui imagine justement une sorte d'histoire de l'humanité qui sait que dans 4 ou 5 siècles, nous allons être envahis par une population, par des extraterrestres qui sont manifestement extrêmement mal intentionnés à notre égard. Et donc, comme ils viennent d'Alpha du Centaure, à la vitesse à laquelle ils sont censés se déplacer, on sait qu'il faudra 3-4 siècles. Et donc, il imagine les transformations de la Terre et des organisations politiques liées à la certitude que dans 300 ou 400 ans, une invasion extraterrestre absolument destructrice qui se produire et qu'il faut donc se préparer à y survivre. Et avec beaucoup de finesse d'ailleurs, cet auteur explique qu'en réalité c'est juste impossible de penser que dans 300 ou 400 ans il va se passer quelque chose. Il y a bien sûr des révolutions qui se produisent pendant ces 300 ou 400 ans, il y a une impossibilité de se figurer ce qu'on va faire, et donc l'humanité est mise en quelque sorte à nu par les perspectives comme ça. Voilà. Et donc mon idée est importante, je ne suis pas en train de dire que l'effondrement va se passer dans 30 ans, parce que si c'est passé dans 30 ans, c'est cuit, on peut rentrer chez nous, c'est même pas la peine de perdre du temps à discuter ici. En revanche, si c'est dans un certain temps, si on a tout le temps de voir venir, alors à ce moment-là, la question
de l'angoisse, la question de la hâte, la question du jusqu'à quel point ça me concerne, jusqu'à quel point le fait que l'humanité disparaisse se distingue du fait que moi, je disparaisse, par exemple, que je serais mort avant de toute façon que l'humanité disparaisse. Tout ce type de questions peut commencer à travailler. Voilà le contexte dans lequel il faut un certain temps, mais il ne faut pas que ce soit trop rapide, il ne faut pas que ce soit trop loin. Et si c'est dans un certain temps, si c'est dans un horizon historique, je pense que ça modifie, ça donne une courbure particulière à l'espace de nos réflexions et de nos pensées sur la disparition de l'humanité, sur des choses de ce genre. Alors, votre première question, donc, c'est si la catastrophe, si la fin des temps est certaine, tout est-il permis? Si la fin des temps est certaine, ça veut dire que nous vivons les temps de la fin. C'est le premier argument que je propose d'avancer, et que donc le fait de vivre les temps de la fin infléchit et retourne un certain nombre de perspectives qui sont classiquement celles des lendemains qu'on se donne, des perspectives qu'on se donne, des orientations générales du progrès, de l'idée que ça vaut le coup pour nos enfants ou à la limite pour nos petits-enfants de faire un certain nombre de sacrifices, d'efforts, etc. Et du coup, ça change, à mon avis, complètement les catégories du permis et de l'interdit, du prescrit et du prohibé, etc. Ça change parce que tout simplement, ça altère le possible, le contingent, le nécessaire, ça altère toutes les catégories modales, déontiques, enfin, toutes les choses qui vont ensemble. Et donc, le sens même de ce qui est permis est profondément altéré. C'est l'intérêt, en quelque sorte, de ma petite expérience de pensée. En particulier, si vous y ajoutez une dimension qui a à peine été évoquée, mais qui est ce que vous appelez l'hubris, l'hubris négative, c'est la chose la plus désagréable à penser. Je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui provoque chez moi le plus d'aversion lorsque d'aversion à la fois morale, émotionnelle, etc., lorsque je me représente ce certain temps assez long, mais historique, pendant lequel les gens vont être de plus en plus certains que la fin est proche. À mon avis, ce qui pose le plus de problèmes, c'est le moment où on peut, comme plein de films d'anticipation, futuristes, etc., vous le représentent, des populations de plus en plus concentrées, réduites, se disputant de plus en plus pour préserver les dernières ressources, se les volant les unes les autres, se faisant la guerre pour cela, etc. Tout ça, ces choses-là sont assez conventionnelles. C'est le moment où on n'en restera pas à ça, mais où le fait de faire le mal pour le mal deviendra l'ultime jouissance qui restera au dernier. Voilà. C'est ça le moment où, foutu pour foutu, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va au pire. Parce que le pire provoque, dans cette espèce de représentation que je me fais, qui est une représentation aversive, en quelque sorte, le pire est justement le point où il ne reste plus que cela à faire, puisque qu'est-ce que ça peut faire que ça dure une génération de plus, ou même une année ou 10 ans de plus, à un certain moment. Alors, ce n'est pas une chose qui est absolument inconnue dans les considérations historiques. L'exemple que je donnais régulièrement quand on m'interrogeait, quand le livre est sorti là-dessus, c'est le fait que lorsque les nazis ont su qu'ils perdraient la guerre, très clairement, qu'ils ont pu prévoir même à peu près, en gros, que ça durerait encore 1 an à 18 mois, en 1944, ils ont interrompu l'acheminement des munitions et des approvisionnements et des renforts sur le front de l'Est pour laisser passer les trains qui emmenaient vers Auschwitz la communauté juive hongroise et pour pouvoir, avant que tout s'écroule, pouvoir quand même massacrer le dernier million de juifs hongrois
sur lequel ils avaient réussi à mettre la main. Et que le choix, que puisque de toute façon tous ces gens-là savaient qu'ils finiraient soit avec une balle dans la tête, soit sous les bombes, dans une perspective d'1 an à 18 mois, que de toute façon l'armée rouge ne leur laisserait aucune espèce de chance de survie, ça a été de choisir le pire au détriment même des possibilités de faire la guerre. Et c'est extrêmement documenté, on sait qu'ils ont arrêté les trains de munitions pour laisser passer les trains de juifs qu'ils envoyaient à la mort. Donc voilà, en général, ces choses-là se représentent de manière pathologique, ponctuelle, c'est des phénomènes bizarres, paradoxaux de la guerre. L'hypothèse sur laquelle repose mon argument, c'est que, en réalité, ça n'est pathologique et paradoxal que parce que nous sommes dans une perspective où la guerre se terminant, il va y avoir une justice, une paix, un rétablissement, etc. Mais s'il n'y a rien après, je ne suis pas sûr qu'on puisse écarter comme ça d'un revers de main l'idée que des êtres humains peuvent être tout à fait capables de choisir le pire, c'est-à-dire d'extraire des dernières populations humaines qui subsisteraient, quelque chose comme une sorte de paroxysme de violence, de crimes, de viols, d'abus, etc., pour la jouissance qui s'y trouve. Voilà. J'ai rien trouvé de plus désagréable à penser, et je me suis beaucoup appuyé sur cette idée que c'est probablement cela qui fait que nous reculons devant la pensée du pire. Alors, ce qui est le paradoxe maintenant qui me permet de répondre à votre question, c'est que ce mal qui vient, ce mal-là, qui va enfin pouvoir se présenter sous sa forme la plus radicale, n'empêche nullement, mais alors absolument pas, qu'un bien s'y oppose. C'est-à-dire qu'au contraire, même, je dirais qu'il est tout à fait concevable que dans cette situation de certitude et de désespoir, il n'y ait en fait pas plus de raison ou de jouissance particulière de commettre le pire des mal et au contraire de sauvegarder quelque chose qui aurait trait au bien, à la justice, à la protection. Je dis même par exemple au fait de faire des enfants, de continuer à les élever, ce qui supposerait en revanche de la part de ceux qui choisiraient ce bien une sécurité morale, une force morale dont nous n'avons tout simplement pas idée. Et la fin et que donc, c'est pas tellement si c'est permis ou pas, c'est quelque chose qui a trait à la vertu, si vous voulez, beaucoup plus qu'à ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Y a-t-il des possibilités de vertu dans un univers dont on sait qu'il est absolu, on partage avec ceux qui sont en train de mourir avec nous, donc qu'il est fini? Est-ce que dans cet univers-là, ça vaut toujours le coup de montrer de la solidarité, de s'occuper des enfants, de protéger les plus faibles, d'organiser quelque chose qui ressemble à une dignité, etc., y compris dans la faim? Ou bien est-ce que c'est juste pas envisageable? Eh bien, l'idée que je développe, c'est que justement c'est possible. C'est qu'en réalité, il n'y a rien qui s'oppose à cela. Et une fois qu'on a dit cela, ça ne veut pas du tout dire que l'opposition entre le bien et le mal soit une opposition qui disparaisse. C'est une opposition qui revient sur nous et qui consiste à interroger un certain nombre de processus qui existent aujourd'hui pendant cette phase qui n'est pas la phase de la fin du monde, la fin des temps, mais la phase des temps de la fin. Et une des conséquences les plus intéressantes, je crois, qu'on peut en tirer, c'est qu'il y a une nouvelle forme de bien qui d'ores et déjà, de manière incoative, peut et devrait, enfin en tout cas c'est possible, se déployer, qui aille en sens contraire de cette forme incoative du mal qui commence aussi déjà à se déployer. Et qui est celle de tous ceux qui pensent qu'après eux, le déluge, que de toute façon, aujourd'hui, vu que seuls leurs enfants, leurs petits-enfants, etc., pourront bénéficier, jouir de tout ce dont il y a à jouir
dans ce monde, autant en jouir complètement, sans aucune espèce de souci du lendemain. Et que le combat contre ces méchants-là justifie, au nom d'une forme de vertu particulière, un combat qui est éventuellement un combat extrêmement violent, qui n'exclut pas la violence contre ces méchants d'un type nouveau, contre ces méchants qui savent très bien que, en réalité, si on doit jouir des richesses et des beautés qui existent dans ce monde, c'est nous, voilà, c'est une petite poignée de gens qui peuvent le faire, et qui peuvent le faire sur un mode dont on voit très bien qu'il est éminemment destructeur. Alors vous allez me dire, mais ce que je suis en train de raconter, ça ne concerne quoi que quelques méchants, voilà. Alors à l'époque du bouquin, c'était une poignée de ces milliardaires qui entretiennent le mensonge sur les dégâts que commettent leurs usines, l'exploitation pétrolière, toutes ces choses-là. Mais on pourrait dire que ça se généralise, que non, en fait, les gens du Nord par rapport aux gens du Sud, les gens du Nord, nous savons très bien que nous allons durer beaucoup plus longtemps que les gens du Sud. On sait très bien qu'on a beaucoup plus de médicaments, de richesses, de moyens, etc. Et qu'on se fout complètement qu'en dessous de l'équateur, ça crève, ça meurt, ça meurt de faim. Ça ne dérange pas grand monde, en réalité. Et donc nous avons part à ce mal-là. Et nous avons part à ce mal-là, j'en fais l'hypothèse, parce que sinon de façon explicite, au moins de manière implicite, tout le monde sait que c'est cuit. Tout le monde sait que nos enfants ne verront pas le type de nature, par exemple, le type de beauté de l'Amazonie, de la mer, du monde sous-marin, des grands animaux sauvages, etc., que les gens de ma génération sont probablement les derniers à avoir vus. Et il se trouve que je suis plongeur. Voilà, c'est bon. Et donc, comme plongeur, j'ai une certaine expérience de ce que la mer subit, du fait du réchauffement climatique, de la pollution, etc. Et chaque fois que je vais plonger très loin, c'est une tournée d'adieu. Je sais que ma fille, à qui j'apprends à plonger, ne verra pas ce que j'ai vu, par exemple. Elle ne verra pas, parce qu'on ne refabriquera pas ce qui est en train de disparaître dans les mers et dans les océans. Donc voilà, il y a cette espèce de dimension qui est là pour perturber des représentations morales et pour sortir en quelque sorte de la niaiserie qui imprègne les considérations morales sur la fin des temps et qui n'arrive pas à sentir à quel point l'idée même de la fin des temps, affectivement et conceptuellement, oblige à un remaniement total de ce que l'on appelle la vertu, le sens de la vie, etc. Donc tout est-il permis ? Certainement, mais aussi le bien. C'est ça qui est paradoxal, c'est qu'on ne peut pas exclure que le bien aussi soit tout à fait permis si la catastrophe est certaine. Sauf qu'il faudra pour ça, peut-être que c'est une des autres questions que vous allez poser, il faut probablement un certain nombre de moyens de créer des individus et des collectifs qui soient capables de tenir cette possibilité pour une possibilité réelle. Et que là, ça, c'est pas évident. Alors justement, j'avais deux questions que je vous livre un peu pêle-mêle et qui, à mon avis, ont trait aussi à la question de ces moyens. Une question est davantage liée finalement au cadre dans lequel vous posez votre réflexion. Une chose est effectivement de vivre la fin du nazisme et d'être un nazi convaincu qui s'obstine à faire le mal dans les quelques mois qui restent avant la chute d'un régime censé durer 1000 ans. Une autre est de concevoir le temps à l'échelle de quelques générations. Et finalement, lorsqu'on pense aux représentations collectives qui avaient trait dans de larges parts de
du monde occidental jusqu'au début du XXe siècle, d'un monde de quelques milliers d'années, d'une projection à l'échelle de quelques générations. Je pense notamment au Porche du mystère de la deuxième vertu de Péguy, qui nous parle de ses enfants, des enfants de ses enfants, des enfants de ses enfants de ses enfants. Et on voit bien qu'au-delà, on est quasiment dans l'inconcevable. Est-ce que finalement, dans cette forma mentis-là, justement, ne résidaient pas les modes d'action, les modes de conception du bien et du mal, les modes de représentation de ce qu'était la vertu classique du monde occidental, jusqu'à ce que la chaîne du temps en fait soit ouverte, mais finalement peut-être le temps d'une parenthèse, puisqu'aujourd'hui à nouveau on renouerait avec l'idée d'une histoire qui ne se projette plus qu'à quelques générations. Et finalement, est-ce que ce bouleversement par rapport disons à ce que le XXe siècle, le XIXe et le XXe siècle ont pu apporter comme renversement dans la représentation du temps, n'est pas finalement que le ressurgissement d'un temps antérieur qui a structuré l'Occident. Voilà une première chose. Et la deuxième, je la pose en même temps, mais je vous laisse travailler les réponses que vous voulez en bidouillant mes questions. Dans les ressources justement qui demeurent, dans les moyens qui restent à notre disposition pour créer des individus et des institutions qui gardent la possibilité de faire un bien face au mal qui vient, quelle place donner finalement à la méthode paulinienne, faire comme si que ceux qui sont, on sait que Saint Paul, enfin on suppute que Saint Paul avait une idée d'une fin très proche, et pourtant, et d'ailleurs ça a donné beaucoup de réflexion sur justement sa vision du temps, mais justement malgré cette imminence du retour du Christ, eh bien que les mariés vivent comme s'ils n'étaient pas mariés. L'homme libre et l'esclave n'ont plus entre eux cette séparation si radicale, le juif et le païen, etc. Et pourtant, on continue à vivre d'une certaine manière comme si. Et dans ce comme si, on sent qu'il y a un moteur assez puissant. Voilà un peu les deux axes que j'aurais bien aimé vous entendre. Merci beaucoup, parce que c'est deux objections, deux remarques qu'on m'a jamais faites. On a fait plein, on a fait plein d'objections, mais ces deux-là, aucune des deux n'est jamais sortie, même s'il y a des gens entre Sèvres comme ça qui m'avaient demandé de venir parler un petit peu de cette idée du mal. Ils n'avaient pas du tout envisagé les choses de cette façon-là. Alors, je vais répondre j'ai développé un peu votre première question. C'est vrai qu'il y a un exercice de la vertu, je dirais prémoderne, qui est extrêmement consciente de l'idée que, au-delà d'un certain nombre de générations à qui on peut être fidèle et qui nous ont précédés, et à qui on peut transmettre et qui vont nous suivre dans un horizon relativement prévisible, l'idée comme ça qu'il puisse y avoir des processus, une flèche du temps, le genre de temps qu'on suppose dans les idéologies progressistes par exemple, c'est absolument pas une représentation dominante de l'humanité, et même elle est relativement récente. On pourrait dire qu'elle est consubstantielle à la découverte du fait que l'univers est infini, c'est-à-dire la fin de l'âge classique, en gros, où on prend la mesure de l'idée que non seulement il est infini, mais il est d'un infini qui pourrait échapper même à la rationalité de la théologie de la création. Voilà. Qui est quelque chose qui ne se produit pas du tout au début du XVIIe siècle, mais plutôt à la fin et au XVIIIe siècle. Bon. Je crois que ce que vous dites de Péguy, là, me paraît très, très juste. Il y a l'essentiel de l'humanité, après tout, c'est peut-être très profondément enraciné en nous, n'a jamais pu envisager qu'on fasse autre chose qu'être l'héritier de nos parents et de nos parents de nos parents,
ça se perd au-delà, et puis de transmettre à quelques générations. Mais ça, c'était dans un univers, dans un cosmos, un monde naturel qui restait relativement stable. Et que, ainsi, le manque de visibilité et le genre de fidélité, de vertu et de morale dont on pouvait se réclamer et qu'on pouvait transmettre, avait une forme de stabilité extrêmement claire. Ce monde-là, vous voyez, c'est le monde de l'Ancien Régime, je dirais. C'est le vrai monde de l'Ancien Régime. C'est le monde dont Balzac constate l'effondrement. Il y a une manière assez simple de se représenter ce que c'est que la grande crise du début du 19e siècle. C'est que jusqu'ici, on avait vécu dans un univers que moi j'appellerais l'univers de Dante, qui est un univers d'harmonie et de proportion, l'univers de la Divine Comédie, dans lequel finalement Dieu est à ses créatures ce que le roi est à ses sujets, ce que le père est à ses enfants, et que ce système d'équation, ce système de proportion, en quelque sorte, stabilise un ordre transgénérationnel au sein duquel on peut se situer. C'est pas pour rien que Balzac appelle, par contraste avec la Divine Comédie, la comédie humaine, son livre, et qu'il le fait commencer avec le Père Goriot, dont vous savez que le Père Goriot, c'est quelqu'un qui a voté la mort du roi, et la punition qu'il ait voté la mort du roi, c'est que ses filles lui témoignent une ingratitude absolue. Et que le geste fondateur de Balzac dans le Père Goriot, il s'appelle pas pour rien le Père Goriot, c'est de montrer l'effondrement de ce système. Ce que le Père est à ses enfants, Dieu l'est à ses créatures, le roi l'est à ses sujets. Une fois que vous avez cassé ce dispositif-là, vous entrez, et Balzac est un grand romantique ultra-réactionnaire, vous entrez dans un monde qui est déjointé, désarticulé, et qui s'ouvre sur une autre valeur qui va être l'argent. Le pouvoir de l'argent, la circulation de l'argent comme se substituant à ces rapports cosmiques idéalisés. Donc effectivement, pour ça que le rapport aux générations est si essentiel. Le délire final du Père Goriot, vous vous rappelez, c'est qu'on m'amène mes filles et qu'on les force à venir, n'est-ce pas, qu'on envoie la garde, qu'on envoie la ligne. La ligne, c'est les soldats. Si les filles ne respectent point les pères, c'est la fin de toute chose. Donc là, vous avez ces formules absolument sidérantes de Balzac qui voient très bien ce qui s'est passé quand on a coupé la tête du roi. Maintenant, l'ouverture infinie qui commence au XIXe siècle, c'est l'idée que dans ce monde déstabilisé qui ne repose plus sur un ordre commun, quelle raison peut-il y avoir ? Quelle raison peut-il y avoir si elle est déracinée de ce monde-là, si la flèche du temps apparaît comme infinie? C'est les questions que se pose Auguste Comte, que se pose Marx, que se posent les ancêtres des sciences sociales. C'est-à-dire comment on pense, c'est les sciences qui sont inventées sur cette base-là, quand il n'y a plus d'ordre naturel. Quand il n'y a plus d'ordre naturel. Et quand on s'aperçoit que ce que les hommes peuvent se faire les uns et les autres, ne repose sur aucune espèce de stabilité qui puisse s'accrocher quelque part ou déléguer dans l'ordre humain quelque chose comme un ordre transcendant qui a perdu son pouvoir de prescription. Et donc je crois que c'est dans ce monde-là, ce monde-là, on ne revient pas sur cette cassure-là. Ça ne revient pas, ça change totalement le rapport à la flèche du temps. Et c'est ce monde-là qui, c'est ça que je trouve intéressant, entre en crise à partir du moment où tout ce que nous avons conçu comme nouvelle morale, ordre politique, capacité réflexive, idée que nos sociétés sont faites pour se reproduire, pour reproduire leur ordre, stabiliser des ordres comme l'ordre démocratique, l'ordre économique, etc., peut être entièrement cassé par le fait qu'il y a un nombre de siècles limité devant nous. Et c'est ça qui m'amène à répondre à votre deuxième question, que évidemment, la méthode paulinienne du faire comme si, liée à l'imminence de la fin des temps, je vois bien ce que ça veut dire, sauf que, pour employer une formule classique, l'apocalypse qui nous guette est une apocalypse sans royaume.
C'est une apocalypse sans royaume. Elle a tous les traits de l'apocalypse, mais il n'y a pas de royaume à la fin. Et c'est ça qui montre à quel point nous sommes attaqués dans des... parce qu'on dit ça, on dit apocalypse sans royaume, c'est une jolie formule, mais on ne sait pas ce qu'on pense quand on dit un truc comme ça. Parce que le mot même d'apocalypse veut dire dévoilement, sauf que le dévoilement, c'est le dévoilement de rien, à la fin, le dévoilement du rien qu'aura donc rétrospectivement été toute l'histoire humaine. Donc ce qui est intéressant dans mon bouquin, c'est qu'il, je pense, ranime un motif qui est apparu à la fin du XVIIIe siècle, notamment dans l'œuvre de Sade, sur lequel j'ai énormément travaillé, qui est un motif matérialiste, complètement. C'est-à-dire l'idée qu'il n'y a aucune espèce d'échappatoire à l'idée que l'apocalypse est sans royaume, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de finalité, il n'y a pas à la fin de vérité qui soit autre que la simple fin factuelle de l'espèce humaine, et qu'on ne peut même plus, vous voyez, aujourd'hui, la repousser en disant un jour la planète disparaîtra parce que le soleil va exploser dans je ne sais quelle centaine de millions d'années, etc. Non, on peut assez raisonnablement et de manière extrêmement plausible penser que d'ici quelques siècles, nous serons venus à bout d'anéantir la totalité de nos moyens de survie sur la planète, et que les gens qui seront les derniers à approcher ce bord-là en auront une conscience totalement certaine, et que nous sommes juste en train de devenir de plus en plus certains de cela. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir par rapport à cette irréversibilité de la modernité, en fait, nous vivons nous avons reconstruit un univers moral qui est entièrement pensé par rapport à une flèche du temps ouverte. Qu'est-ce qui se passe quand tout d'un coup, là où il y avait une flèche du temps qui ouvrait sur un futur, le mur de l'impossibilité totale de soutenir notre mouvement historique apparaît, et que ça s'arrête dans quelques siècles. Voilà un peu comment je répondrai, mais effectivement, jamais personne n'a mis au... Alors, ça veut dire, vous parlez des institutions qui sont susceptibles de nous équiper. Et puis vous avez mis, à défaut de mettre mon nom sur l'affiche, là, vous avez mis un psychanalyste. Voilà. Alors, une des choses, moi, qui m'a beaucoup frappé là-dedans, c'est qu'on n'est pas du tout obligé, d'ailleurs, de penser à la psychanalyse pour ce genre de choses. Mais, et d'ailleurs, dans le livre, je parle de Nietzsche aussi bien que de Freud à la fin. Mais il y a quelque chose qui a trait au présent. Quelque chose qui a un changement du statut du présent. Une fois que on se prive de toutes les téléologies qui répareront au futur les carences du présent. Qu'est-ce que c'est que vivre au présent? Qu'est-ce que c'est que le présent lorsque on est exposé à la possibilité de la destruction absolue? L'image que je prends dans le livre, c'est une expérience qu'a fait Nietzsche lorsqu'il était brancardier dans les troupes prussiennes qui stationnaient en France au moment de l'invasion en 1870 de la destruction de l'armée de Napoléon III, la capture de l'empereur à Sedan, etc. À ce moment-là, il campe, et puis, vous savez, il y a la Commune qui se déclenche en l'année 1871. Et à un moment, il y a un bruit qui a couru, que les communards avaient mis le feu, non seulement aux Tuileries, mais que le feu s'était étendu au-delà des Tuileries et avait détruit le Louvre, avec la totalité des collections du Louvre. Alors, il faut resituer historiquement, le Louvre, à l'époque, c'est le plus grand musée du monde. C'est comme si aujourd'hui, pour vous donner un exemple, on vous expliquait que d'un seul coup, l'Ermitage, le Metropolitan Museum, le Louvre parisien, les plus grands musées de toutes les capitales européennes et américaines ont été entièrement détruits, avec la totalité de leurs trésors. C'est donc une catastrophe culturelle absolue.
Et donc on a une... et en plus les gens y ont cru, partout on a des câbles, des journaux américains qui ont rapporté cette nouvelle effrayante. En fait, il n'y a que les Tuileries qui ont brûlé, plus la bibliothèque impériale, c'est tout ce qui a brûlé. Et le raisonnement qu'on a attribué à Nietzsche est le suivant, c'est d'abord un moment d'effroi, de sidération, d'anéantissement devant le... Et puis ensuite, c'est un autre temps, un autre moment, qui est le suivant, qui est de dire que c'est précisément cela qui doit nous faire sentir que la destruction de toutes les œuvres d'art serait méritée si nous ne nous lancions pas immédiatement dans la recréation d'autres œuvres d'art encore plus belles. Que la seule chose qui fait que nous pouvons, en quelque sorte, ne pas mériter l'anéantissement de tout ce qui a la plus suprême valeur, n'est-ce pas, de la beauté, de l'art, des grands tableaux, etc., c'est que cela doit nous mobiliser complètement pour que nos capacités créatrices soient au contraire complètement libérées par la perte de tout ce que nous avons perdu. Je trouve que c'est une idée typiquement nietzschéenne, celle de la libération d'une forme de créativité qui ne se laisse justement pas intimider par le côté gardien du musée, culte du passé, de l'ancien, etc., qui affirme la vie de manière radicale, qui peut peut-être se transposer à la situation dans laquelle nous sommes. C'est précisément parce que la fin est certaine que tout un ensemble de choses complètement vitales, d'entreprises extraordinaires, d'entreprises politiques, morales, sociales, esthétiques, spirituelles peut-être, ont d'autant plus de sens que personne n'en aura jamais la mémoire et qu'elle ne se revendique, qu'il est très peu important qu'elle se revendique d'un passé ou d'une tradition. Que quelque chose, au contraire, doit faire apparaître une vitalité particulièrement pure du fait qu'il est certain qu'il n'y a pas de lendemain. Voilà. C'est quelque chose de cet ordre-là qui m'a paru tout à fait envisageable à cet égard. Et que donc, comme je disais en concluant un petit papier qu'on m'avait demandé là-dessus, c'est précisément parce que nous n'avons plus beaucoup de temps que nous n'avons plus beaucoup de temps pour être heureux, pour être créatifs, pour être riches, de toutes sortes d'initiatives et des choses de ce genre. Et je pense que comme ça, sur un mode un peu mythique, mystique, ou complètement... jamais perdre la dimension comme ça de tout ce que je sais, j'en sais rien en fait, je le jette comme ça, comme un truc à agiter dans l'esprit. Peut-être que justement, c'est ça qui est le plus perturbant, c'est que la certitude de la fin ne doit pas du tout nous mettre dans une sorte d'angoisse qui nous remobilise pour la retarder ou l'empêcher, etc., mais être une occasion de se réjouir de la libération d'une forme de vitalité extrême, dont nous n'aurions pas eu la chance si nous n'étions pas sûrs que nous sommes les derniers. Ça les plombe bien. Non, je repensais à l'écoute de ça au fameux geste contemporain de Notre-Dame. En me disant, en fait, finalement, toute proportion gardée, c'est bien sûr pas le Louvre, et encore moins la destruction de tous les musées de toutes les capitales, mais les débats, finalement, qui ont agité pendant quelques mois l'opinion sur ce qu'il convenait de faire entre restaurer à l'identique, poser un geste innovant, hybrider quelque chose, et même, je me souviens bien d'une expression qui semble anodine, mais qui, à la relecture, à votre écoute les moins, le propos du président de la République disant « Notre-Dame n'aura jamais été aussi belle ».
Et finalement, alors on peut le concevoir de manière très descriptive, ça sera beau parce que ça sera parfaitement restauré avec quelques œuvres en plus, voilà, formidable. Et en même temps, on peut se dire, est-ce que c'est pas justement un changement de paradigme où, puisque tout s'effondre... Voilà, à quoi ça sert d'être des gardiens de musée s'il n'y a plus personne pour le visiter? En revanche, pourquoi ça ne serait pas l'opportunité non seulement mais de la raser complètement? En plus, c'est hideux, c'est vraiment cette espèce de choucroute gothique qui est une véritable verrue sur l'île de la Cité, et de mettre à la place quelque chose qui, justement, n'a rien à voir. Oui, tout ceci n'engage que moi. Vous voyez, et de ne pas nous constituer comme les gardiens d'un musée que, si ça se trouve, dans un siècle ou deux, personne ne visitera. En revanche, d'offrir l'opportunité ici à des gens de créer quelque chose d'inouï là où il y a eu une cathédrale. C'est ça c'est pourquoi je penche. Hein. C'est pas du tout même de l'améliorer, etc. Non, on en profite pour tout raser là. Hein. Et puis on va mettre quelque chose de totalement différent, hein, qui nous honore nous, qui honore notre présent et qui nous délivre de notre mentalité de gardien du musée, voué toujours à transmettre, etc., et étouffant ce que nous pourrions créer. Et ce qui est vrai pour la cathédrale de Paris est vrai pour la peinture, la musique, la philosophie, la science, l'ordre politique lui-même, etc. Tout cela est bien vertigineux, assurément, et questionne même sur les lieux dans lesquels nous sommes. Encore qu'il y ait eu une recréation tellement radicale qu'au fond, peut-être, y a-t-il un de ces actes... Typique, hein, c'est typique, je dirais même. Hein. Je veux dire, c'est qu'on ne s'attache pas à conserver la chose. Hein. On en fait quelque chose pour nous et pour un futur qui nous fait envie. Merci à tous et bonne soirée. Merci.